Et bonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle, dédié à la mécanique universelle, le site, la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection, entre autres la paix universelle, l'unité, et donc c'est bien l'humanité, euh, la, la, la totalité des êtres humains, et non pas un pays, une nation, une communauté, etc. C'est, c'est bien l'ensemble humain qui se dirige vers cet état, et c'est l'ensemble humain qui réalisera cet état de perfection. Donc l'unité, la fraternité universelle, euh, un fonctionnement universel au sein des organismes que nous avons déjà construits, imaginés, mais qui sont encore balbutiants, qui sont encore injustes. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc., qui sont plus ou moins dirigés, dominés par, par certains de ses enfants. L'ONU, c'est le père des nations, on pourrait le voir symboliquement comme ça. Et il a tout un tas d'enfants, c'est les nations, les groupes humains. Chaque groupe humain, c'est un de ses enfants, qu'il ait ou non un pays, une nation qui soit reconnu. Euh, en fait, c'est quand même ses enfants, hein. Et pour l'instant, il est injuste, cette ONU. Il privilégie certains de ses enfants, il laisse certains enfants maltraiter leurs frères, etc. Donc, tout ça, c'est un peu. Voilà, c'est injuste. Et c'est destiné à être juste, parce que le temps qui se profile devant nous, à l'horizon, est illimité. Donc l'humanité a le temps, hein. Ça peut mettre un siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais nous parviendrons à cet état de perfection. Voilà, c'est ce que je démontre sur la mécanique universelle. Et dans les vidéos que vous retrouvez sur cet espace, traitent globalement toutes de ce principe-là et d'un autre principe qui est il y a du divin, ce dont parlent les religions, l'ensemble des grandes mystiques, des grandes spiritualités euh, à propos d'un principe créateur, du divin, qu'on l'appelle Brahman, Dieu, Yahvé, peu importe, Allah, c'est ce principe-là, selon moi, existe. Voilà, il y a un principe créateur. Évidemment, il a pas, on ne peut pas se faire d'image de ce qui a mis en mouvement cet univers et qui compose en même temps cet univers. Et donc, qui compose ce que nous sommes, qui compose cet univers à partir des particules élémentaires, des particules de l'immatérialité de la matière, mais qui constitue cette matière en somme. On pourrait dire le boson de Higgs qui donne la masse à la matière, qui donne l'illusion de, de, de cette matérialité. Et donc nous sommes constitués de cela, et donc nous sommes divins. Et donc l'humanité va vers son ultime perfection, c'est également l'accession à l'extase. L'extase, c'est la fusion avec le divin, c'est-à-dire c'est le moment où, dans l'état d'extase, l'humain incarne le divin. Voilà, il est en parfaite euh, fusion avec le divin. Il est incarné par le divin. Voilà. Et c'est pourquoi nous allons vers cet état-là, parce que c'est le plus haut sommet de l'esprit, le plus. C'est la sensation la plus intense que l'être humain peut ressentir, le bonheur le plus absolu qu'il peut ressentir. Et inconsciemment, nous cherchons à atteindre cet état. Pourquoi? C'est assez, pour l'instant, c'est mystérieux. Est-ce que nous avons, c'est quelque chose que nous connaissons à l'origine dans le ventre de notre mère? Est-ce que c'est quelque chose de inscrit dans nos gènes? Pourquoi
on cherche à atteindre cet état de façon inconsciente jusqu'à présent. Donc ça prouve bien que l'humanité, entre le moment où nous étions des primates naturels et maintenant, nous avons intuitivement cherché à atteindre cet état, puisque nous sommes déjà là, entre le moment où nous étions équivalents à nos frères primates, hein, et maintenant on voit le progrès qui a été construit par l'humanité, et en fait qui est orienté, quand on le regarde attentivement, il est orienté vers le bonheur. C'est une recherche du bonheur, une recherche d'écarter les dangers, écarter le mal au profit du bien, en somme. Et donc, si on prolonge cette ligne, on va vers cet état de perfection. Et pour l'instant, on a construit cette humanité de façon inconsciente, ce chemin, ce progrès de façon inconsciente, intuitive, et maintenant on est apte à prendre conscience de notre finalité, de ce que nous cherchons à atteindre inconsciemment, et de le pratiquer de façon consciente. Ça va venir, à mon sens, et dans l'avenir de l'humanité, elle prendra conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente pour le réaliser de façon consciente, c'est-à-dire en évitant cette évolution par antagonisme, par destruction, reconstruction, par la guerre, par les compétitions féroces, etc. Ce que nous connaissons encore aujourd'hui. Et donc, si nous prenons conscience que le sens, c'est l'humanité dans son ensemble, et que nous avons un but, c'est d'atteindre notre état de perfection, comme toutes les espèces d'ailleurs. Hein. Elles cherchent à atteindre instinctivement, pour elles, à atteindre leur physiquement et socialement leur meilleur fonctionnement possible, leur perfection en somme. Et bien nous, c'est la même chose, sauf que cet état de perfection, il est encore plus perfectionné et il a un autre sens dans l'histoire de la création. Nous apportons quelque chose de particulier. L'humanité apporte quelque chose de particulier à la création. Et donc, eh ben, on passera sur une évolution symbiotique, une évolution consciente, c'est-à-dire une évolution fraternelle, avec de l'entraide et où on ne sera pas dans un système vertical avec un dominant et des dominants et des dominés qui font aussi l'évolution. Hein. Ça évolue comme ça, de façon primaire. Euh, avec une conscience basse, on évolue sous cette forme-là, qui est absurde quand on réfléchit d'évoluer par la violence, par un système de dominants, des gens qui se croient supérieurs à d'autres, posés sur cette planète au milieu de l'univers. C'est absurde, ça veut dire qu'on ne lève pas la tête et on ne comprend pas que c'est absurde de se battre, d'être au bord de l'autodestruction dans, un, dans ce système. Donc tout ça, on va en prendre conscience et on évoluera de façon consciente, symbiotique. Voilà. Et c'est pour ça que je préconise le symbiotisme après le libéralisme au niveau politique. Je vous renvoie à la lecture de tout ça sur la mécanique universelle. Alors, donc, je lis cet ouvrage qui est une pure merveille et je le découvre en même temps et je le commente. Et voilà. Et puis, c'est en lien avec cette théorie, puisque ça parle en somme de la vision de l'humanité dans son ensemble, la montée de cette idée d'humanité dans l'humanité, en somme. Et voilà, ça, c'est très très profond. Alors, je vous renvoie pour ceux qui ont le temps de l'écoute des vidéos précédentes. Il y en a déjà 16, ça fait beaucoup, mais voilà. C'est un travail qui me paraît un des plus importants que je réalise en vidéo, là, à mon sens. Donc, voilà. Et si vous pensez que cette théorie est digne d'intérêt,
Vous pouvez mettre un pouce, ça fait avancer le schmilblick. Vous pouvez vous inscrire, euh, vous abonner à la chaîne, ça fait avancer le schmilblick. Et vous pouvez diffuser à vos amis cet espace. Voilà. Donc, je recommence ma lecture. Alors, il est un humanisme de l'orgueil qui détruit l'homme pour exalter l'espèce. Il est un humanisme de l'orgueil qui détruit l'homme pour exalter l'espèce. Et ça me parle. Bon, Saint-Exupéry, dans Vol de nuit, évoque un temps plein cas au Pérou. Ces pierres droites sur la montagne, que resterait-il sans elles d'une civilisation puissante? Voilà. Et en fait, oui, c'est clair que... Et c'est une pure merveille d'ailleurs. C'est pour ça, tout donne du crédit au fait qu'il y a du divin, que le monde, qu'il n'est pas absurde, que tout est parfait dans le meilleur des mondes, comme le disait Leibniz. Par exemple, nous sommes constitués d'os. Si nous étions constitués, si nous étions faits, si l'homme était en mollusque, on n'aurait pas, sans carapace, sans rien du tout. Hein, voilà. Donc rien qui persiste. À notre mort, on disparaît. On n'aurait pas pu connaître notre histoire, comprendre notre histoire, parce que le moment où nous sommes arrivés à l'aptitude à comprendre d'où nous venions animalement, on va dire, eh bien, il aurait pas subsisté d'os, par exemple. Rien que ça, c'est quand même incroyable. Et des civilisations qui nous ont précédés, ben, c'est clair que c'est le minéral, finalement, c'est ce qui est resté de ces civilisations qui nous permettent de nous comprendre. Alors, combien d'hommes sont morts à hisser ces pierres? Mais le conducteur des peuples d'autrefois, s'il n'eut peut-être pas pitié de la souffrance de l'homme, eut immensément pitié de sa mort. Non de sa mort individuelle, mais pitié de l'espèce qu'effacera la mer de sable. Et il menait son peuple, dressé au moins des pierres que n'ensevelirait pas le désert. Prétention très éloignée de l'offrande des cathédrales. La plus haute de leurs flèches n'est jamais qu'un départ, alors que les pierres assemblées sur une montagne ne marquent que la victoire d'un Sisyphe des Andes. Là, je ne suis peut-être pas d'accord. C'est une vision, voilà, occidentalocentrique. Entre ces deux visions, l'optimisme humaniste, hérédité des Lumières, table sur une humanité qui se reconstitue et s'améliore tout au long de l'histoire. Et c'est là où la vision, elle a évolué entre l'époque où écrivait René Jean Dupuy et aujourd'hui. Ma vision est différente, par exemple. Tout être humain, toute civilisation, tout groupe humain est fondamental à l'histoire de l'humanité. Et il n'y a pas de supériorité, en somme. Les Incas ont été aussi importants pour l'évolution de l'humanité que le christianisme, le tribal, la petite tribu africaine qui avait comme dieu, comme totem un crocodile, est aussi importante qu'une religion qui a réussi, entre guillemets. C'est exactement pareil. Le travail est le même pour l'humanité parce qu'on donne entièrement son existence à l'humanité. Donc quoi qu'il arrive, un être humain, à partir du moment où il apparaît sur Terre, il donne toute son existence à l'humanité. Et un groupe donne toute son existence à l'humanité. Avant que le christianisme apparaisse, il y a 10 000 ans,
des groupes donner leur existence entière à l'évolution de l'humanité. Et le christianisme est une des dérivations, est un dérivé de cette, est un enfant de ces groupes humains dont on ignore tout, mais qui sont à l'origine de ce que nous sommes. Donc, entre ces deux visions, l'optimisme humaniste, hérité des Lumières, table sur une humanité qui se reconstitue et s'améliore tout au long de l'histoire. Or, celle-ci devait lui apporter deux démentis, les tueries guerrières du XXe siècle et les désillusions du scientisme. Ainsi est née la crise de la conscience occidentale. Ben oui, bien sûr. La crise de la conscience occidentale. L'universalisme de l'Occident a fait de lui le spécialiste de la réflexion sur l'humanité. En fait, c'est la crise de la conscience occidentale, c'est ce qui a arrêté, qui a sorti l'humanité de sa vision universaliste, justement, du XIXe siècle, de tout ce qu'on a amené comme vision progressiste et futuriste et finaliste, téléologique, les Marx, les Proudhon, les Fourier, les Comte, voilà, tous ces Michelet, etc., qui avaient une vision de l'humanité va vers son ultime perfection, en fait, va vers sa perfection, la vision que je défends sur la mécanique universelle. Et ça a été stoppé, pourquoi ? Parce qu'en fait, les tueries de 14-18 et de 39-45 ont stoppé cette idée déjà parce qu'elles ont stupéfait le monde, et puis parce que la théorie qui était magnifique du marxisme, en somme une partie de la théorie magnifique du marxisme, de la fraternité entre les peuples, de la paix universelle, etc., tout ce que pouvait amener comme idée généreuse le marxisme, a été fourvoyé par ses applicateurs, par ceux qui l'ont appliqué, qui ont privé de liberté les êtres humains, qui les ont massacrés, qui les ont envoyés au goulag, etc., etc. Et donc, en fait, ceux qui ont tué cette théorie, c'est ceux qui l'ont certains de ceux qui l'ont mis en pratique. Et voilà, ça n'enlève pas les bonnes idées, les bonnes valeurs. Sauf que, à la chute du mur de Berlin, le capitalisme ne voulait plus entendre parler même des valeurs du communisme. Donc il s'est dépêché d'écarter de l'esprit humain l'idée d'égalité, de fraternité, etc., pour lui suggérer le consumérisme, la vénalité, l'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme, et voilà, et l'indifférence à autrui. Alors, la crise de la conscience occidentale. L'universalisme de l'Occident a fait de lui le spécialiste de la réflexion sur l'humanité. C'est vrai. Il l'eut réduite, mais c'est vrai dans sa globalité, mais je pense que c'est présent même au niveau tribal, cette vision universelle au fond. Réduite à lui-même, si sa vocation assimilatrice ne l'avait conduit à s'épancher sur elle et à ne concevoir son accomplissement que par son ralliement à ses propres valeurs. Conviction qui ne pouvait survivre à la fin de l'ère des certitudes après la Première Guerre mondiale. Alors l'angoisse de l'Occident devint un thème lancinant. L'optimisme scientiste avait été touché au cœur depuis longtemps par Nietzsche. Peggy, en affirmant l'effet dégradateur du temps, s'était attaqué à la philosophie du progrès linéaire. Le déclin de l'Occident, largement diffusé dans les années 30 par Oswald Spengler ou par André Malraux,
s'établit sur le constat d'une mutation. Ah, voilà, tout ça, c'est très important. Je découvre parce que je n'ai pas, mes connaissances en philosophie sont extrêmement réduites, donc je découvre tout ça. Celle-là même que décrit Karl Jasper. Le crépuscule tomba sur toutes les civilisations. On pressentait la fin de l'humanité dans ce creuset où se fondent à nouveau, pour leur disparition, tous les peuples et tous les hommes. Ce n'était pas encore la fin, mais partout on l'envisageait comme une éventualité. Chacun vivait dans cette attente avec une angoisse d'épouvante ou avec un fatalisme résigné. Et là, ça me donne tout à fait le sentiment empathique que ça a été écrit pendant la guerre 39-45 ou dans ces moments, peut-être avant, peut-être après, de stupéfaction à la sortie d'Auschwitz, etc. Évidemment que quand on était ceux qui ont été dans ce moment-là, l'espoir était parti. Et comment vivre une vie sans espoir? Quelle construction ça fait mentale d'être dans une vie comme ça? C'est important, ça serait important de réfléchir à ça justement. Il est remarquable que, conduit à un examen de conscience, l'Occident s'en soit pris à la technique. Et voilà, c'est ça, au produit de sa civilisation. En fait, c'est pour ça que l'idée de finalité, l'idée de progrès a été stoppée à la sortie de 39-45. Il était là, le progrès, il a continué évidemment, et il a continué de belle façon d'ailleurs pendant les 30 Glorieuses. Mais on ne pouvait plus le voir de façon positive parce que ce progrès a été aussi à l'origine du désastre. C'était sous le nom du progrès que les nazis ont fait cette tuerie de masse. C'était au nom du progrès que 14-18 a été d'une telle violence. Et c'est au nom du progrès que les armes des deux côtés sont en train de massacrer des Ukrainiens et voilà, au milieu. C'est ça le problème. Et donc derrière ça, le pire du progrès empêche de voir le bon côté du progrès. Au produit de sa civilisation, à l'origine de sa puissance et de ses privilèges. Étrange procès conduit au nom de 2 séries de griefs. On a ajouté au désordre, on a développé l'esprit de spéculation. Le désenchantement de Faust. Paul Valéry avait dans sa jeunesse rêvé d'une politique de l'esprit, ce qui, pour lui, signifiait une politique de l'intellect. En 1919, dans ses 2 lettres sur la crise de l'esprit, il dresse le bilan désespérant pour l'humanité de l'utilisation aberrante des inventions. Et évidemment, sorti de 14-18, un penseur ne pouvait pas ne pas être désespéré devant ce qu'il voyait revenir du front. Des gens qui avaient été gazés, l'utilisation de gaz, enfin, la cruauté de l'être humain et son indifférence. Et en fait, c'était la déspiritualisation qui avait permis ça. C'était pas le progrès, en somme. C'était le fait que l'homme devenait plus que il était vidé de sa substance spirituelle par les nazis comme par les généraux qui envoyaient les gens au casse-pipe en 14-18. L'homme n'était que de la chair, donc il était dépourvu de spiritualité à cette époque-là. On était rentré dans le matérialisme le plus dur. Et en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui encore, on massacre des êtres humains parce qu'ils n'ont pas aucune valeur spirituelle. Et c'est pour ça que le néolibéralisme a été totalement criminel, parce qu'il
déspiritualiser l'être humain et il déspiritualise le vivant. C'est ce qui fait que le néolibéralisme a pu donner de la viande à manger à des vaches. Voilà, il faut être complètement, faut avoir perdu le sens du spirituel du vivant et de la création, en somme. Et c'est ça qui est le problème majeur de, 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 de l'humanité. C'est pas le progrès. Le progrès en lui-même, il est devenu torsionnaire parce que des hommes ont perdu la valeur spirituelle du monde et pas la valeur religieuse. On parle de spiritualité. Les religions émettent ça évidemment, mais c'est quelque chose qui est au-dessus de ça. L'ambition faustienne de transformer le monde, Valérie fait dire au démon, je suis celui qui modifie. Et c'est là où on se trompe. Évidemment, c'est pas le progrès qui est parce qu'on le rectifie toujours, le progrès. On crée, dans les années 50, on crée les colorants en pagaille, on trouve que c'est gigantesque, ça rend agréable la nourriture qu'on vend, etc. Le marché diffuse ça, mais pas, par, par gentillesse à la limite, voilà, même s'il y a de la vénalité derrière. Et puis on se rend compte que c'est cancérigène. Eh bien on rectifie, l'humanité évolue comme ça, elle n'a pas de plan détaillé, donc elle évolue par tentative, essai, tentative, erreur et rectification. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et en fait, c'est l'homme qu'on doit modifier, l'homme qui utilise le progrès. C'est pas le progrès. Le progrès, il se modifie tout seul. Mais c'est l'humain qui utilise le progrès, qui, science sans âme n'est que décadence, comme dit voilà, un penseur, celui qui, pour purée, comment il s'appelle déjà? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Ben évidemment que c'est ça le problème. Et ça a été écrit au Moyen-Âge, à la sortie du Moyen-Âge. Gargantua, c'était celui qui a écrit Gargantua. N'a pas donc formé le monde. L'ambition faustienne n'a pas seulement entassé des décombres, elle a atteint les valeurs et laisse l'Europe dans un total désarroi. L'intelligence s'est dévorée elle-même, proposition qu'il développera tout au long de sa vie. L'humanité n'a jamais disposé d'autant de moyens d'investigation scientifique, mais leur abondance a pour effet de la rendre aveugle. Tout étant possible, l'avenir est imprévisible. Ce temps souffre d'une crise de l'imprévu. Et on voit bien que l'utilisation de la science à mauvais escient est vraiment liée au manque d'âme de l'humanité, au manque de spiritualité de l'humanité. Et pourtant, eh bien, là, on sait on a des moyens hallucinants. Là. La science, elle a fait des progrès, mais depuis longtemps, mais là, de façon accélérée. On sait qu'on pourrait utiliser, un bébé qui apparaît, on lui met une puce sous la peau, et voilà, par exemple, ce genre de choses. On pourrait vraiment utiliser la science de la pire des façons, et on le fait à la marge. Parce qu'il y a des essais qui sont immoraux, évidemment. Mais globalement, l'humanité se préserve, lutte contre ça, a une éthique, développe son éthique. Donc, malgré tout, malgré le fait que nous soyons déspiritualisés, l'Occident, eh bien, il a des garde-fous quand même, il y a la morale, il y a une éthique qui persiste et qui est encore présente dans l'humanité et qui empêche le pire d'arriver. Alors,
nous sommes aveuglés, impuissants, tout armés de connaissances et chargés de pouvoir dans un monde que nous avons équipé et organisé et dont nous redoutons à présent la complexité inextricable. Et pourtant, on s'en sort, l'humanité sort toujours vainqueur de ces défis. Ils sont là et ces défis sont là pour maîtriser, pour nous servir de garde-fous. La crainte, la peur, dont parle Hans Jonas par exemple, eh ben, nous oblige à ne pas aller trop loin dans le Faust, voilà, dans l'idée de Faust. Nous voici donc en proie à une confusion d'espoir illimité, justifiée par des réussites inouïes et de déceptions immenses ou de pressentiments funestes, effets inévitables d'échecs et de catastrophes infinies. Désarroi aggravé par la révélation que dans l'univers de la technologie, le critère d'efficacité tend à se substituer au critère de justice. Et là, c'est exactement ce qu'a engendré le néolibéralisme, l'efficacité proposée qui est totalement inefficace en réalité, mais à la place de la justice. Et là, c'est vraiment un drame, c'est exactement le problème dans lequel a plongé l'Occident, le néolibéralisme. Par efficacité, on maltraite, on met des injustices dans le monde. Par souci d'efficacité, on rogne les acquis sociaux qui ont 200 ans. Par souci d'efficacité, on va maltraiter les animaux, on va faire des élevages hallucinants. Voilà, en Chine, par exemple, un immeuble pour les porcs sur 6 étages, etc. Par souci d'efficacité, on maltraite les êtres humains. Le libéralisme maltraite les êtres humains en France, en Europe, partout. Par souci d'efficacité, il laisse des gens aller à la rue. Les rues qui sont constellées aux États-Unis de gens qui n'ont pas de domicile fixe, etc., etc. Donc, les produits de cette civilisation de la modernité se retournent contre les valeurs de culture qui régnaient à leur naissance. Si l'on voulait appliquer dans l'ordre politique les idées sur l'homme que nous proposent les doctrines scientifiques actuelles, la vie deviendrait insupportable pour la plupart d'entre nous. On arriverait en effet à classer chaque individu, à pénétrer dans l'intimité de son existence, à supprimer ou à mutiler certains tarés ou diminuer. C'est exactement ce qui se passe. Il a écrit cet ouvrage en 91 et on voit exactement vers quoi a évolué le néolibéralisme athée. Parce qu'il est athée, même s'il se réclame religieux, voilà, et que les religions, la religion aux États-Unis est en pleine euphorie stupide, en somme. Hein. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on fait le bilan de ce qui est écrit là. Et sur la mécanique universelle, je vous renvoie à cela, vous tapez eugénisme et vous verrez ce que je critiquais il y a 20 ans, donc en l'an 2000. J'avais perçu toute cette évolution aberrante que faisait endurer le néolibéralisme et vers lequel il nous entraînait. Le fait de proposer, même si ça partait d'un bon sentiment, de proposer aux couples qui avaient des enfants s'il s'avérait qu'ils pouvaient être trisomiques ou d'interrompre les grossesses, etc. Ça voulait dire qu'ils n'avaient même pas cherché à comprendre la place de ces enfants différents dans l'humanité. Quelle était leur importance? Quelle était leur place? Est-ce qu'ils sont moins importants que les gens qui se disent normaux? Est-ce que
Enfin, c'est une aberration, quoi. C'est vraiment un eugénisme, mais inconscient, totalement inconscient, et qui est lié à ce monde matérialiste, parce que le spirituel protège les trisomiques, par exemple, protège l'handicapé. Et là, on se pose même pas la question de l'importance et de l'intérêt qui est majeur. Ils sont plus importants qu'un businessman. Et je le démontre sur la mécanique universelle. Et alors, au lieu d'aider une famille à gérer correctement, à pouvoir donner l'amour et le soutien nécessaire à un enfant qui apparaît comme ça, eh ben, enfin, c'est d'une criminalité, mais hallucinante, quoi, et on s'en rend pas compte. C'est incroyable. Les inquiétudes suscitées tant par l'essor de l'informatique que par les manipulations génétiques ont confirmé les intuitions que Valérie formulées il y a une soixantaine d'années. Ben voilà, Valérie, avant-gardiste sans doute, et René Jean Dupuis, avant-gardiste aussi. Voilà. Et aujourd'hui, on constate qu'ils avaient raison d'être inquiets là-dessus. Et personne n'a eu la possibilité d'y réfléchir. Pourquoi ? Parce que le système dominant a thésaurisé les médias, les a vendus à l'oligarchie, s'est organisé pour neutraliser l'esprit critique qui pouvait servir de garde-fou à cette société. Voilà. Mais le reproche majeur qu'il adresse à l'Occident est d'avoir trahi sa vocation impériale. Sa volonté de puissance ne l'a conduit qu'un instant aux limites de l'universel. Pour qui, eh bien voilà, oui, on peut le voir évidemment sous cette forme. C'est-à-dire que sa volonté de puissance a été pervertie. Cette volonté de l'universel, qui était sans doute dans l'Occident, a été pervertie par les abuseurs, parce que la conscience humaine n'était pas assez développée encore pour aller vers l'universel sans abus. Et là, évidemment, c'est les abuseurs qui ont pris le pouvoir de cette évolution vers l'universel. C'est eux qui ont... les idées généreuses étaient peut-être à l'origine de la colonisation, et les prédateurs ont fait taire ces idées généreuses, les ont écartées, les plus violents se sont imposés, comme Staline s'est imposé sur les autres dans un autre modèle, et ont commencé à abuser de l'humanité, et donc du progrès en somme, et du progrès intellectuel. La crise de l'esprit n'est rien d'autre que celle de l'intelligence. Il a raison. Les misérables Européens ont mieux aimé jouer aux Armagnacs et aux Bourguignons que de reprendre sur toute la terre le grand rôle que les Romains surent tenir sur le monde de leur temps. Et c'est là où nos hommes politiques n'ont pas lu. Alors Valérie, pourquoi ? Alors que c'est le patrimoine, ce sont des intellectuels. Comment ils n'ont pas compris que... Et on le voit là, les hommes politiques actuels, ils ne comprennent pas du tout ce que c'est que l'idée universelle. Les hommes politiques occidentaux, ils n'ont pas du tout de vision universelle. Ils ont encore une vision, Armagnac et Bourguignon, très certainement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça en somme. Ils ont cette vision criminelle, de clan, d'esprit de clan, qui n'a pas du tout de vision universelle, pas du tout de vision démocratique. Ils ne savent pas du tout ce que c'est que la démocratie, les chefs d'État actuels, qu'on a depuis 30 ans là. Ils n'ont rien compris à l'idée transcendantale de démocratie, à la valeur incroyable de la démocratie. Ils ont été assez absurdes pour déniaiser des peuples qui ne demandaient qu'à demeurer dans leur état
et leur ont livré les secrets sur lesquels l'Europe fondait son primate. Bien sûr, ils y sont allés sans aucun respect des peuples. Il y avait pas, c'était pas un échange, c'était pas de la symbiose, c'était de la domination. Et là, c'est donc de l'orgueil narcissique, et c'est ce qui fait que nous sommes assis sur 600 ans de narcissisme. Le narcissisme des esclavagistes européens qui sont partis en Amérique et qui se sont assis sur l'esclavage. Et puis le narcissisme des colons qui ont fait la même chose. Et aujourd'hui, les enfants de ces deux narcissismes sont à la gouvernance de l'Occident. Et c'est ce qui fait que l'Occident pinaille, n'avance pas vers l'universalité. Ils ont cet état d'esprit, c'est clair et net, et il suffit de les entendre parler pour comprendre qu'ils ont un mépris du peuple, un mépris des pauvres, un mépris de... Alors qu'un chef d'État démocratique devrait avoir devrait comprendre que le peuple est souverain et qu'il est au service du peuple et pas au service de l'oligarchie et de lui-même. Et c'est incroyable qu'on soit parti dans ce sens-là. Bref, ce que je dis, ça, évidemment, ça sera dépassé et ça fera la même chose que Valérie. Voilà, il faudra 40 ans, on dira, tiens, il y en a qui le disaient déjà, je ne suis pas le seul à le dire. Que deviendra-t-elle? Que deviendra-t-elle lorsqu'il existera par ses soins en Asie 2 douzaines de Creusot, d'Essence, de Manchester ou de Roubaix, quand l'acier, la soie, le papier, les produits chimiques, les étoffes, les céramiques et le reste seront produits en quantité écrasante à des prix invincibles par une population qui est la plus sobre du monde, favorisée dans son accroissement par l'introduction des pratiques de l'hygiène. Ben oui, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, à quoi ressemble l'Occident qui n'a plus ses valeurs, qui n'a plus sa spiritualité, qui n'a plus son esprit, sa philosophie? Ben voilà, il est en décadence. Parce qu'en fait, c'est juste parce que il peut plus tenir le choc. Il est resté sur l'idée de l'avoir. Voilà, au lieu de passer sur l'être et de dire ben voilà, l'avoir il est pour vous, nous on l'a déjà développé, c'est ce qui s'est réalisé d'ailleurs. L'avoir a été transmis à la Chine, etc., aux pays émergents. Mais on n'a pas et maintenant, comme on est en compétition au lieu d'être en fraternité, maintenant on se retrouve le bec dans l'eau dans ce système. Bon, bref. Propos aujourd'hui imprononçables qu'il faut replacer dans un temps où leur auteur percevait l'exiguïté du monde et non la globalité de l'humanité. L'avènement de celle-ci dans la pensée politique a pu ajouter aux inquiétudes de ceux qui demeuraient attachés à l'individu. Eh bien oui, mais pourtant il avait totalement raison à la sortie de ces 30 années inglorieuses, non glorieuses, que nous venons de vivre. Voilà. La colère du prophète, eh bien on va regarder, ça sera pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je suis tellement heureux de cette lecture, d'avoir découvert cet ouvrage qui me permet de poser toutes les idées que j'ai créées sur la mécanique universelle. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas de soutenir l'espace si vous le jugez nécessaire. Merci et à bientôt.